Chers étudiants, bonjour. Donc, la dernière fois, nous avons vu, ou bien nous avons développé l'équation qui nous permettait, ou bien qui nous permet de simuler le fonctionnement du dispositif du TP3, à savoir un circuit magnétique qui a cette forme. Voilà. Et l'équation, bien sûr, ce circuit magnétique a cette forme. Donc, vous avez une bobine aller, une bobine retour, une partie aller, une partie retour. Vous avez le circuit magnétique en E, le circuit magnétique en I. Et nous avons dit que cette partie, c'est une partie mobile, c'est-à-dire la partie de la palette qui est la partie mobile. L'équation que nous avons trouvée finalement était en fonction de la variable d'état qui est le potentiel vecteur A. Donc ça c'était d sur dx de 1 sur mu d az, voilà, d az sur dx plus d sur dy de 1 sur mu d az sur dy est égal à moins jz. Donc le courant, il est suivant l'axe Z. Donc là vous avez X, et là vous avez Y, et bien sûr, l'axe Z comment il est, soit il est sortant, donc l'axe Z, ça sera l'axe Z, ou bien il est rentrant. Donc si je prends un moins, donc je vais dire que l'axe Z, il est rentrant, et là vous avez un plus et un moins. Voilà. Donc ça, c'est l'équation qu'on doit résoudre. Alors, bien sûr, cette équation ne peut être résolue que si on lui adjoint, ou bien si on lui rajoute des conditions limites. Alors, les conditions limites, bien sûr, les conditions aux limites, on va les imposer sur la variable d'état A, Z, A étant le potentiel vecteur. Alors, comme d'habitude, nous l'avons vu pour les autres modèles, le modèle électrostatique, le modèle électrocélétique, nous avons vu que la variable d'état, c'était le potentiel scalaire électrique. Et les conditions limites, on les imposait sur le potentiel scalaire électrique. Maintenant, les conditions limites, on va les imposer sur le potentiel vecteur magnétique A. Alors, le potentiel vecteur magnétique A, c'est quoi comme grandeur physique? Parce que là, on va imposer des conditions limites sur une grandeur physique. Et le potentiel vecteur, c'est une grandeur mathématique. C'est une grandeur qui a été déduite à partir de divergence de B qui est égale à 0. Donc, il existe un potentiel vecteur A tel que B égale à rotationnel de A. Donc, A est une grandeur fictive, imaginaire, ou bien une grandeur mathématique qui nous permet de trouver une solution. Et connaissant A, on peut dériver ce vecteur A pour trouver l'induction magnétique. Alors, nous, en tant qu'ingénieurs ou électrotechniciens, nous, on a l'habitude de manipuler des grandeurs physiques. Par exemple, une induction B, un champ magnétique H, une puissance P, une densité de courant J, un potentiel électrique V. Un vecteur A, ce n'est pas une grandeur physique, c'est une grandeur qu'on ne rencontre pas dans le jargon des ingénieurs électrotechniques. On va essayer de trouver l'unité de A, et à partir de là, on peut dire que cette grandeur équivaut à une certaine grandeur physique qu'on connaît. Donc, si la dernière vidéo, quand j'ai développé B égale rotationnel de A, donc nous avons utilisé la définition du rotationnel, donc I, J, K, D sur dx, D sur dy, D sur dz. Composant suivant x, nous avons dit que c'était égal à 0, composant suivant y, 0, et il nous restait uniquement la composante suivant z. Donc si je développe, donc je vais avoir i, facteur de d à z sur dy, moins j, facteur de j, d de az sur dx, d de az sur dx. Donc, ça, c'est le vecteur B. Donc là, vous allez avoir Bx, et là, vous allez avoir By. C'est-à-dire un vecteur B, quel que soit l'endroit, c'est-à-dire si je prends un endroit, un point par exemple dans l'espace, sur le circuit, donc si je dis que B, il a cette forme, l'induction B en ce point dans cette forme, donc là, je vais avoir Bx, et là, je vais avoir By. Donc c'est un vecteur avec deux composantes, Bx et By. Alors, la composante, ou bien l'induction B, l'unité de B, c'est quoi? L'unité de B, c'est connu, c'est Tesla. Ou bien, c'est des Weber par mètre carré. On parle de densité de flux. Donc, c'est des Weber par mètre carré.
Donc, si c'est des Weber par mètre carré, ça veut dire que la dérivée de A par rapport à X ou la dérivée de A par rapport à Y me donne des Weber par mètre carré. C'est-à-dire, au dénominateur, je vais avoir une quantité métrique. Là, je vais avoir des mètres, et là, je vais avoir des mètres. Donc, forcément, A ne peut être que des Weber par mètre. Donc, c'est quoi A? A est une quantité de flux par unité de longueur. Donc, c'est une quantité de flux par unité de longueur. Donc, si le dispositif, on trouve par exemple en un point du dispositif, on trouve par exemple 0,1 Weber par mètre. Donc, si mon dispositif, il a une profondeur de mm, donc le flux en ce point est égal à 0,1 Weber. Donc, nous, en tant que physiciens ou en tant qu'électrotechnicien, nous sommes obligés d'imposer des conditions limites sur la variable d'état qui étant la variable d'état ou bien le potentiel vecteur A. Bon, peut-être que je l'ai expliqué dans les dernières vidéos, dans le modèle électrostatique, le modèle cinématique, si on veut imposer des conditions limites, il faut qu'on ait une solution. On ne connaît pas la solution exacte, mais il faut qu'on ait une idée sur la solution de ce problème. Alors la solution, nous, on la connaît d'une manière très simple, c'est-à-dire simplement, on peut trouver la distribution du flux. Si j'alimente ma bobine par une densité de courant J, donc c'est un courant qui rentre et qui va sortir. Donc si j'utilise ma main droite, donc le courant il rentre, ensuite il fait le tour, donc le pouce me donne le sens du flux. Donc le flux il va faire ça. Donc voilà la circulation du champ magnétique. Voilà. Donc ça c'est le flux magnétique qui va circuler à l'intérieur du circuit magnétique. Ça sera les lignes de flux. Alors ces lignes de flux, bien sûr, dans la réalité, vous avez des lignes qui vont dépasser. Donc on les appelle des flux de fuite. Donc c'est des lignes qui vont dépasser dans le circuit magnétique. Et dans les méthodes analytiques, généralement, on néglige ces flux de fuite. Et si on veut prendre en compte ces lignes de fuite, on est obligé d'agrandir la surface de l'entrefer. C'est-à-dire au lieu de prendre un entrefer qui a cette forme, avec une surface qui a cette quantité, on est obligé d'augmenter un petit peu les franges extrêmes, les extrémités de l'entrefer, de telle manière à avoir un circuit magnétique ou bien une surface beaucoup plus grande qui va me donner une réluctance plus petite. Donc ça va me donner un flux beaucoup plus important. Alors pour éviter ce problème, dans le cas numérique, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va dire que notre circuit magnétique se trouve dans un environnement, bien dans un domaine. Bon espace, voilà. Donc on va dire que le circuit magnétique, voilà, je vais reprendre le circuit magnétique, comme ça, toujours en I, avec la palette. Et au lieu de dire que je vais avoir mes frontières sur le pourtour du circuit magnétique, je vais englober l'ensemble par un domaine beaucoup plus grand. Et je vais dire que ce domaine, c'est-à-dire mon circuit magnétique, se trouve à l'intérieur de ce domaine. Donc ce domaine, c'est oméga 0, c'est l'air. Il se trouve dans l'air, dans un environnement de l'air. Et je vais dire que, puisqu'il y a un courant qui circule, donc il y a une ligne de flux qui circule, une ligne de flux circule, et je vais dire que l'énergie magnétique sur cette frontière, ou bien les quatre frontières, elle est nulle. De telle manière que mon énergie, ou bien les lignes de flux, ne passent pas, ou bien n'arrivent pas à ces frontières. Donc si je dis que l'énergie est nulle, donc forcément B égale à 0, donc A égale à 0. Donc je vais imposer A égale à 0 sur l'ensemble du domaine, tout en gardant mon circuit magnétique tel qu'il est. Donc d'un point de vue simulation, j'impose des conditions limites de type Dirichlet. Donc là, ça sera Dirichlet, A égale à 0. Donc là aussi, ça sera Dirichlet. Notre frontière aussi, ça sera Dirichlet. Et là, ça sera des conditions limites de type Dirichlet. Bon, d'un point de vue général, dans le modèle, ça c'est ce qu'on appelle le modèle magnétostatique, c'est-à-dire cette équation, c'est en quelque sorte le modèle magnétostatique. Et ce modèle magnétostatique, les conditions limites qu'on peut associer, ça sera des conditions limites de type Dirichlet, comme nous venons de le décrire maintenant, et toujours des conditions limites de type Neumann.
Alors, vous avez deux types de conditions limites. Le type Neumann homogène, dA sur dn égale à 0 et dA sur dn différent de 0. Alors, pour ce TP-là, nous n'allons pas considérer ces conditions limites. Nous allons prendre uniquement des conditions limites de type dérivé. Donc, on peut éventuellement aller plus loin dans le développement et essayer de parler un petit peu des conditions limites de type Neumann. Bon, ce n'est pas le but du TP. Le but du TP, c'est simuler le fonctionnement. Donc, j'ai un circuit magnétique, je dois imposer des conditions limites. Voilà les conditions limites qu'on doit imposer. Alors maintenant, pour simuler le dispositif, vous êtes obligé d'utiliser FEM. Je pense que les deux derniers TP, ou bien la dernière vidéo que j'ai postée sur le modèle électrocinétique, vous a donné une idée comment utiliser le logiciel FEM. Maintenant, je vous laisse le soin d'introduire la géométrie. Vous avez toutes les données, donc je vous ai donné tout ce qui est relatif au circuit magnétique. Vous allez essayer de simuler le fonctionnement et d'ici quelques jours, je vais vous laisser le temps pour réfléchir. D'ici quelques jours, je vais essayer de mettre une vidéo en ligne qui montre comment calculer ou bien comment on fait pour simuler ce fonctionnement en utilisant le logiciel FEM et comment calculer la force et l'inductance de ce système. Voilà, donc pour le TP, vous avez un travail assez important pour ce TP par rapport aux autres TP. Donc vous avez des questions. Dans la première question, en utilisant la théorie des circuits magnétiques, calculer l'inductance du dispositif. Ensuite, deuxième question, calculer la force exercée par le circuit magnétique. Donc vous allez utiliser la force analytique, la formule. Ensuite, la troisième question, en utilisant le logiciel, vous devez simuler le dispositif et calculer l'inductance et la force exercée par le circuit magnétique. Voilà, donc la force qui va s'exercer sur la palette. Vous allez remplacer, au départ, vous allez prendre une perméabilité magnétique mu R égale à 2000, c'est-à-dire que vous allez considérer comme quoi le circuit magnétique est linéaire, donc vous allez prendre 2000. Ensuite, dans cette question, dans la quatrième question, vous allez remplacer votre circuit magnétique par un matériau de l'acier 1010 qui existe dans la bibliothèque des matériaux. Donc c'est une courbe non linéaire, donc vous allez simuler le fonctionnement en non linéaire, c'est-à-dire comment se comporte ce circuit magnétique d'un point de vue saturation. Vous allez simuler le dispositif en faisant varier le courant de 1 à 15 ampères par pas de 1 ampère, c'est-à-dire chaque fois vous allez augmenter le courant de 1 ampère jusqu'à ce que vous arriviez à 15 ampères. Alors bien sûr 15 ampères, si vous avez une bobine de N-spire, donc le courant là, ça sera 1 ampère, 2 ampères, 3 ampères. Donc la force magnétomotrice, ça sera NI. Voilà. Donc N fois I. Alors pour chaque valeur de courant, vous devez calculer l'inductance et la force par les méthodes numériques. Ensuite, vous devez refaire le calcul sur le logiciel pour un entrefer de 0,32 mm. Voilà. Je pense que j'ai tout balayé sur ce TP. Donc, on aura l'occasion de se revoir d'ici quelques jours pour voir comment se comporte le fonctionnement de ce dispositif. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine séance.